Il a salué lui-même la maturité démocratique du peuple, des électeurs, des populations. Je pense qu'il entre dans cette grille des maturités-là que nous n'avons pas souvent, que nous devons avoir de plus en plus dans l'attente des résultats. Et il convient de noter cela comme un signal positif, comme faisant partie des bons signaux de cette compétition électorale, parce que il aurait pu les mettre en avant, les anomalies qu'il a constatées, ce qu'il considère comme irrégularité, et décider de monter cela en épingle, de propulser cela pour en faire une grosse affaire, au point de contester le processus après y avoir participé jusqu'à présent. Donc je salue son attitude, qui est une attitude de maturité démocratique, de responsabilité, et qui est un signe de fair play. Ces derniers temps, oui, d'abord, je crois déjà... Je vais parler de la présidentielle. En 2020, je crois que Kakabe l'a fait. Déjà aussi en 2015, Kakabe était déjà candidat. À Finguessan, ils l'ont plus ou moins fait. Et donc, de plus en plus, après l'épisode de 2010, je crois que ça se fait de plus en plus. Maintenant, pour des élections locales, quelques candidats, pas tous, quelques candidats l'ont souvent fait, mais ils sont aussi confrontés, je ne sais pas, quand il s'agit de reconnaître sa défaite, c'est autorisé. Alors que le vainqueur présumé n'est pas autorisé à se prévaloir d'une victoire, à dire qu'il a gagné. Mais étant entendu que personne ne peut annoncer des résultats, autant on ne peut annoncer de victoire, autant il ne devrait pas être possible d'annoncer une défaite. Parce qu'annoncer, reconnaître sa défaite, c'est donner un résultat, c'est identifier un vainqueur. Alors que, en dehors des institutions qualifiées, personne ne doit donner un résultat quelconque, ni sa propre défaite, et encore moins, ce faisant, est-ce qu'on doit le considérer comme le fait de donner un résultat? Bien sûr. En fait, le candidat, ici, en l'occurrence, Jean-Louis Billon, en fonction des tendances que lui, il a reçues. Oui, mais les tendances... Il n'annonce pas de chiffres, ce sont des tendances. Ce sont des tendances. Les tendances, il pouvait dire les tendances le donnent vainqueur. Il aurait pu dire, lui, il a des tendances qui le donnent vainqueur. On voit aujourd'hui la situation dans un pays africain, un pays frère. Chacun a ses tendances. Donc, autant on salue cette maturité-là, mais en même temps, il faut interpeller sur peut-être la nécessité de réformer nos lois, nos pratiques, et puis voir comment on peut, en acceptant que quelqu'un annonce une défaite, en même temps comprendre que ça décrispe, c'est de la maturité, mais en même temps reconnaître ce que cela implique. D'accord. Docteur Mouzi Bernard Kokora, quand on représente le candidat Alassane Ouattara, que nous posons, en l'occurrence Jean-Louis Billon, pose cet acte-là, comment on se sent, Alors d'abord, je voudrais saluer, il a parlé de maturité politique donc, en Côte d'Ivoire, en saluant donc l'esprit démocratique qui a prévalu au cours donc, de cette élection. Mais à mon tour, je voudrais saluer sa maturité politique, comme les autres l'ont dit, parce qu'en Afrique, on ne voit pas trop souvent des gens qui reconnaissent de bonne foi que les résultats en leur possession ne leur donnent pas donc vainqueur, et tout naturellement animé d'un esprit démocratique, et il décide donc de reconnaître sa défaite. Pour moi, au-delà de la loi qu'il va falloir peut-être réformer, mais ça démontre que notre classe politique, une partie de notre classe politique, donc a gagné en maturité politique, et donc il faut en maturité démocratique, il faut saluer cela. Et je voudrais saluer le ministre Jean-Louis Billon pour son acte hautement républicain qu'il vient de poser, parce que au Sénégal, ça se passe. Lorsque des gens perdent, ils reconnaissent tout de suite leur défaite, ils appellent donc celui qui a gagné les élections selon les tendances en leur possession. Et pour moi, c'est une bonne chose qu'il faut saluer. Mais aussi la CEI, qui a fait un travail important, puisque s'il y a après 2 jours des élections, un candidat donc reconnaît avoir perdu les élections au lendemain, je dirais. Nous sommes dimanche aujourd'hui, donc ça veut dire que les résultats sont remontés très rapidement, elles sont aux mains donc des candidats, et donc après avoir analysé donc ces résultats, le candidat reconnaît donc avoir perdu les élections. Je crois que c'est l'ensemble donc des acteurs du processus électoral qu'il faut saluer. En premier lieu, le peuple de Côte d'Ivoire, donc qui a voté dans un esprit donc démocratique apaisé, en dépit des appels à la déstabilisation, à l'insurrection, à la révolte. Le peuple de Côte d'Ivoire est resté digne et allé à ces élections à voter donc, pour le candidat donc, de son choix.
Peut-être que cette sortie de Jean-Louis Bion à la Fewakili, c'est aussi une réponse à toutes celles et ceux qui ont prédit l'apocalypse. Ils ont prédit l'apocalypse et puis peut-être ils peuvent, dans le schéma de l'apocalypse, espérer aussi une crise post-électorale, c'est-à-dire une dénonciation, une remise en cause de candidats qui, ne s'étant pas retirés en cours de chemin, ce que certains ont espéré, souhaité, dire que non, bon, on était de bonne foi, on nous a validé, on veut bien y aller, mais si c'est intenable, c'est verrouillé, ce n'est pas crédible, cela ne s'est pas passé. Certains peut-être aussi souhaitent qu'il y ait une contestation pour dire non, il y a eu fraude, il y a eu bourrage d'une, il y a eu ceci, on ne reconnaît pas. Et puis les candidats pourraient rejoindre le camp du bloquant tout. Voilà, ça aussi c'est possible. Peut-être son objectif est de mettre fin à ce type d'espérance, à ce type d'attente de certaines personnes qui n'étaient pas favorables au processus. Cela dit, comme on l'a dit dans la journée ici, en principe, il y a depuis 22 heures, au plus tard minuit, les dépouillements sont finis. Tous les bureaux de vote ont arrêté au plus tard 18h30, 19h, pour ceux qui ont commencé un peu en retard. Les dépouillements prennent 1 heure à 2 heures de temps. Tous les PV ont été faits et signés. Les résultats ont été rendus publics par le bureau de vote. Donc, il n'y a plus rien en fait. Chaque candidat, chaque QG est censé savoir dans les 25 000 bureaux de vote et sur la base des 11 000 et quelques lieux de vote, quels sont les résultats, avec la possibilité de les compiler, avec tous les calculateurs, tous les moyens possibles aujourd'hui de les assembler par tout moyen de communication électronique, téléphonique ou autre. Il est possible pour chacun d'avoir les résultats. Maintenant, le problème est de savoir s'il est autorisé de les donner, comme quelqu'un a posé la question. Je pense qu'à l'avenir, autant on peut peut-être renforcer les lois pour dire nul ne peut déclarer qu'il est vainqueur d'une élection, mais quiconque a les données pensant qu'il est en train de perdre l'élection est autorisé à féliciter son adversaire ou à déclarer sa défaite. Il faut peut-être songer à faire des lois, comme quelqu'un a dit, les procéduriers, des lois qui clarifient cela. Oui, il faut des lois qui clarifient cela. Le vainqueur ne peut pas dire qu'il a gagné, mais le vaincu peut être autorisé à dire, selon les PV que j'ai là, j'ai perdu. Étant entendu que même un vainqueur, même en l'absence de recours, il est possible que la commission électorale, ou bien, bon, c'est pas prévu, peut-être au Conseil constitutionnel, il n'y a pas de possibilité d'autosaisine. Voilà, en la matière, mais une irrégularité peut être constatée, même si un candidat ne porte pas plainte, mais je pense qu'il n'y a pas souvent possibilité d'autosaisine. Si un vainqueur présumé a commis des irrégularités et que l'adversaire ne porte pas plainte, ne fait pas de recours, je pense que ce n'est pas évident que le Conseil constitutionnel, où il n'y a même pas de procédure en la matière, ou que la commission électorale joue les avocats du diable ou se fasse plus royaliste que le roi. Donc, lorsque un vaincu reconnaît sa défaite, c'est terminé. Et bon, souvent même en football, il y a des fraudes avérées. Et je crois qu'en sport, tout sport, il y a peut-être des fraudes, des irrégularités avérées. Mais lorsque la victime, l'équipe qui a été lésée, ne fait pas de recours, souvent, on peut garder sa mauvaise victoire. Les votes. Moi, pour moi, hein, les parrainages devraient servir à cela, hein, selon moi. Et je pense, hein, dans les réformes à venir... Est-ce que le parrainage, c'est une adhésion à un idéal? C'est au moins une possibilité de représenter. Tu autorises quelqu'un, tu le parraines pour qu'il soit candidat. Je pense que tu peux même être son représentant, peut-être sans le voter. Hein, tu es son représentant pour constater que c'est régulier. Tu peux être son représentant même sans le voter parce que les agents de la CI qui sont des représentants, rien ne nous dit, personne ne sait les candidats qui vont voter. Ils sont là, sont des agents de la CI. Donc, il faut voir, hein, de mon point de vue, comment déployer les parrains. Moi, au lieu du taux actuel des parrains, moi, je pense que l'élection, et depuis 6 mois, on sait le nombre de lieux de vote qu'il y aurait, le nombre de bureaux de vote qu'il y aurait. De mon point de vue, c'est une réflexion que je lance. Parmi les conditions pour déposer son dossier, il faut avoir par bureau de vote au moins un représentant, sinon 2. Le parrainage peut prendre cette forme-là.
De sorte que tu es candidat à l'élection présidentielle, tu as au moins 25 000 représentants qui sont répartis selon les bureaux de vote. On peut les prendre par région, selon les bureaux de vote. Et de cette façon, tu as la capacité de contester, tu as tous les PV, parce que là, s'ils ne sont pas représentés, ils n'ont pas accès eux-mêmes, par leurs propres moyens, au PV. Et puis, ils ne peuvent pas contester, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas de PV qui se remontent à partir des bureaux de vote. Ils n'auront que des PV au niveau régional ou en termes de centralisation. S'ils n'ont pas contrôlé à la base, bon. Donc, il faut réfléchir, de mon point de vue, dans les réformes à faire à cette option, à cette possibilité-là, pour que tout candidat puisse au moins être représenté, à défaut de 100% des bureaux de vote, dans au moins 51% des bureaux de vote, étant entendu que s'il fait de très très bons scores dans au moins 51% des bureaux de vote, il peut être assuré de remporter une élection aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Aussi Bernard Kokora. Alors moi, quand je regarde les premières tendances, je retiens 2 leçons. Vous savez, sur ce plateau, nous avons constamment dit à nos amis que le RHDP est une machine électorale. D'abord, c'est le bilan du président donc, qui est plébiscité si on regarde les premières tendances. Mais aussi, c'est un travail de terrain. Dr Kamenan l'a dit. Et la physionomie de ces résultats n'est pas différente donc, des élections locales que nous avons organisées en Côte d'Ivoire, où le RHDP est un parti politique donc, qui remporte 27 régions sur 31 régions. La majorité absolue donc, des communes. Mais une élection présidentielle ne peut pas être différente donc, des résultats que nous obtenons aux élections locales. Bon, vous savez, c'est ce que on ne peut pas se réfugier derrière des excuses. Il faut travailler. Voilà pourquoi les histoires de dialogue politique, pour moi, c'est des raccourcis. Tant que vous n'allez pas travailler sur le terrain pour avoir un ancrage national, vous avez des partis politiques, même qui, aux élections locales, ne peuvent même pas présenter des candidats sur la moitié, pratiquement, donc, de la Côte d'Ivoire. Mais comment vous pouvez espérer gagner une élection présidentielle si vous n'avez pas de personnes ressources dans ces partis de la Côte d'Ivoire pour battre campagne, pour aller auprès des populations? Moi, je viens donc de la région de Bongouanou, je viens d'arriver donc de la campagne, mais c'est un travail qu'il faut faire sur le terrain auprès des populations. Mais si vous n'avez pas un personnel politique qui va aller auprès des populations pour leur parler, mais ce n'est pas le candidat lui-même. Il ne peut pas se démultiplier. Donc, il faudrait que les gens travaillent. Hein, cher Traoré, moi, ce que je peux donner comme conseil, que les gens, que ceux qui veulent s'engager en politique, se donnent les moyens de leur ambition et travaillent sur le terrain. Parce que souvent, se réfugier derrière des raccourcis pour dire ouais, dialogue politique, non. Ça fragilise d'ailleurs nos institutions. En France, en Europe, partout, à une élection présidentielle, on ne vous parle pas de dialogue politique. Et surtout, on peut dialoguer, mais si c'est sur la base de la mauvaise foi. Parce que ce qui était demandé était quasi impossible. Demander la réforme de la CEI en pleine préparation donc d'élections présidentielles et dissoudre la CEI, mais c'était des revendications impossibles. D'accord. Donc pour nous, il faut travailler sur le terrain. Le RHDP a toujours démontré sa capacité donc, de se déployer sur le terrain avec un personnel politique sur l'ensemble du territoire. C'est ça qui donne les résultats que vous voyez. D'accord, très bien. Alors, M. Traoré a parlé de partis étatiques dont il y aurait les moyens. C'est une excuse. Hein? Donc, on doit repartir. prendre une ambition. Ah bon? C'est coupé, on doit repartir maintenant. Je voudrais rappeler à la mémoire collective qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des partis de l'opposition qui ont affronté des partis étatiques et donc qui les ont vaincus. En 2000, le FPI de M. Laurent Gbagbo a affronté le pouvoir en place, donc dirigé par le général Robert Guéhi. En tout cas, si on tient compte des résultats donnés par la Cour suprême, M. Guéhi a été battu. En 2010, le RDR, parti dans l'opposition, a affronté donc, le parti au pouvoir et l'a battu. Donc, on ne peut pas prendre des excuses de déficit de moyens pour justifier sa défaite ou sa faiblesse sur le terrain. Moi, je l'ai toujours dit, on ne rêve pas d'une ambition présidentielle, diriger son pays, et puis ne pas savoir qu'il y a des moyens à mobiliser. D'abord, ta capacité à mobiliser des moyens fait de toi quelqu'un de crédible. Tout près de nous, au Sénégal, le PASTEF était dans l'opposition, son leader était en grande difficulté, ils étaient en prison, mais ils sont sortis de prison, ils ont affronté le parti au pouvoir, ils l'ont battu.
Et donc, dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des partis, d'abord, ça n'existe pas, il n'y a pas de parti étatique, il y a un parti qui est au pouvoir, mais qui est totalement différent donc, de l'État. Et donc, je voudrais souligner cela, et j'ai dit, en 2010, quand vous regardez les moyens qui ont été mobilisés par le candidat Alassane Ouattara, je crois que ceux qui étaient au pouvoir n'avaient pas vraiment ces moyens. Donc, ça dépend de ta capacité à mobiliser pour ton ambition. Une ambition présidentielle se prépare. On ne s'improvise pas président de la République parce qu'on y est arrivé. Moi, je trouve que ce n'est pas sérieux. Donc, il n'y a pas de parti étatique, pour répondre à M. Traoré, et les moyens, il faut pouvoir les mobiliser. Lorsque vous décidez de diriger un pays, vous devez mobiliser les moyens. Dans les grands pays, vous prenez les Obama, il n'avait aucun moyen, mais il a réussi à mobiliser des moyens. Macron, il n'avait même pas de parti, mais il a mobilisé des moyens en France et il a battu le parti au pouvoir. Et donc, c'est une excuse que les Africains doivent laisser tomber. Vous voulez à une élection, vous voulez partir à une élection présidentielle ou bien n'importe quelle élection, qu'elle soit législative, mais il faut se préparer. On ne se lève pas un matin et puis on dit non, je suis candidat. Ça, c'est un. De deux, je voudrais vous... On n'a exclu personne, chers frères. Quels moyens le RHDP dispose pour exclure des candidats? Et je trouve que ce n'est pas juste. Et le répéter à satiété montre que vous ne faites pas confiance en nos institutions. Mais si tu ne fais pas confiance à une institution, autant ne pas aller à une élection. Voilà. Le Conseil constitutionnel a décidé, selon donc, les critères d'éligibilité et les dossiers déposés, et a tranché. Le RHDP n'a aucun moyen donc d'exclure un candidat. Donc il faut arrêter de répéter qu'on a exclu des candidats. On ne l'a pas fait. C'est eux-mêmes qui ne se sont pas préparés suffisamment, et comme d'ailleurs la plupart donc, des candidats, pour aller à une élection présidentielle. Merci, Nzi Bernard Kokora. Partage ton opinion en commentaire.